Affaire guérisseuse de Komsilga, une semaine de paralysie des activités judiciaires et l'horizon semble toujours son mode dans cette affaire. Et coup d'État au Niger, bras de fer entre le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Et enfin, Ousmane Sonko au Sénégal, de nouveau en prison et vive tension dans les rues sénégalaises. Voici, mesdames et messieurs, les grandes articulations de votre émission La Tribune des Éditos, ce grand rendez-vous de votre télévision Troué TV pour décrypter, analyser et bien sûr parcourir l'actualité nationale et internationale à travers non seulement les commentaires mais aussi les analyses des différents médias. Et pour le décryptage de ces sujets, je suis accompagné par trois professionnels des médias. Nous avons Boukari Woba, journaliste au journal d'investigation Le Reporter, Ousmane Paré, journaliste indépendant, et Joachim Vokouma, directeur de publication du journal en ligne Casseto.net. Les choses sont allées très vite dans cette affaire dont les conséquences se ressentent depuis le début de la semaine avec la paralysie des activités judiciaires. De simples guérisseuses, Amsetou de Komsilga est devenue une icône dont le mérite aura été son exfiltration des mains du pouvoir judiciaire par des mains inconnues, sans explication officielle, malgré le retour au pays du garant de l'indépendance judiciaire Boukari Woba. C'est une affaire digne d'un film préhistorique. Les magistrats et le procureur sont vite montés au créneau, mais toujours silence radio. Oui, toujours silence radio, peut-être vous voulez dire toujours le statu quo. Le statu quo parce qu'en tout cas, à ce jour, aucune information ne nous dit que les acteurs judiciaires aient eu gain de cause. Vous savez, leur seule revendication, c'est qu'effectivement, la prévenue, donc Adja de Komsilga ou encore Amsetou Nikiema de son vrai nom à l'état civil, qu'elle puisse retourner effectivement entre les mains de la justice, parmi d'ailleurs ces 8 autres co-prévenus. Parce qu'il faut rappeler qu'elle n'était pas seule. Donc en tout, c'était un groupe de 9 personnes. On peut dire que les 8 autres sont en quelque sorte des exécutants et des complices. Et voici que tous les 9 ont été entendus par un juge qui a décerné un mandat de dépôt contre les 9. Et comme vous le savez très bien, toutes les déclarations l'ont rappelé. C'est au moment où on s'apprêtait justement à les embarquer certainement pour une maison d'arrêt qu'il y a eu l'intervention militaire. Vous avez dit qu'elle a été exfiltrée par des mains inconnues. Je ne sais pas si c'est des mains aussi inconnues que cela, parce que jusqu'à aujourd'hui, les différentes déclarations qu'on a vues sont assez constantes sur le fait que c'est des militaires qui sont venus au tribunal de grande instance de Ouaga 2, donc pour retirer cette prévenue-là des mains des GSP. Bien sûr, sur place, les choses ne se sont pas passées aussi simplement que ça, parce que les GSP n'ont pas voulu se faire, n'ont pas voulu accepter. Il y a eu l'intervention du ministre de la Justice qui en personne s'est déplacé sur les lieux. Et puis bon, finalement les choses apparemment se sont dénouées dans la nuit, tard dans la nuit, sans qu'on sache peut-être à ce niveau où vous avez raison, parce qu'on ne sait pas finalement qui exactement l'a retiré des mains de la GSP, mais les différentes déclarations disent très bien qu'elle a été retirée de la justice sur instruction du directeur donc de l'administration pénitentiaire, qui lui-même dit avoir reçu des instructions du ministre de la Justice. Tout un mélange. Et que finalement, elle a été remise à l'Agence nationale des renseignements. Et vous et moi, véritablement, on se pose la question, quel rôle l'ANR a à jouer dans une affaire judiciaire comme celle-là? Donc c'est un vrai tambroglio. Certains parlent d'un problème de sécurité nationale. Moi, ça m'étonnerait. Problème de sécurité nationale, alors parlons-en. Parce que c'est ça aussi. Moi, je me demande quel problème le Burkina peut bien avoir, qui est autre que l'insécurité, le terrorisme qu'on voit là. Quel autre problème on a et qu'on ne peut pas expliquer clairement aux Burkinabés, au point qu'on voit des actes d'une telle gravité où effectivement des militaires peuvent venir comme ça braquer la justice. C'était un vrai braquage. Vous avez vu des pick-up, des blindés avec des hommes avec armes au poing qui descendent comme ça dans un tribunal judiciaire pour retirer une prévenue. Véritablement, je crois que ce problème-là même doit être plus grave que le problème
qu'eux-mêmes ils veulent couvrir. Et moi, je pense que s'il y a véritablement un sujet d'intérêt national, on doit être à mesure de nous expliquer clairement. Il y a eu le communiqué du porte-parole du gouvernement, ou du gouvernement tout simplement, même si c'est signé du porte-parole, on imagine que c'est tout le gouvernement qui est solidaire de ce communiqué-là. Quand vous lisez le communiqué, vous ne comprenez pas grand-chose. Voilà, on a beau lire et relire, lire entre les lignes, c'est peut-être une des rares fois même où on voit un communiqué du gouvernement où on lit, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire. C'est un communiqué qui a quand même rappelé les uns et les autres au calme. Non, appelez au calme, évidemment, c'est tout ce que le gouvernement peut souhaiter. Mais qui est auteur de troubles ici? Ceux qui sont auteurs de troubles, c'est bien l'exécutif. Donc on ne peut pas créer un trouble et puis être là à appeler les autres voilà, au calme. Et dans le communiqué justement du gouvernement, et je vais terminer par là, le gouvernement dit qu'il faut éviter la manipulation. Or, on a bien l'impression qu'il n'y a pas plus grand manipulateur dans cette affaire-là que l'exécutif. Parce que les militaires sont intervenus pour retirer la dame. Je crois que, même si c'est sur instruction du ministre de la Justice, en temps normal, peut-être ce ministre-là même devrait être démis de ses fonctions aussitôt que possible. Donc, on voit très bien que ce n'est pas seulement une intervention isolée ou solitaire du ministre de la Justice, c'est bel et bien tout l'exécutif. Ensuite, il y a ce communiqué du gouvernement. Puis, on parle d'une délégation du gouvernement qui est allée rendre une visite à la victime, c'est-à-dire la personne qui avait été victime de maltraitance, de torture par la nommée Adja et puis ses hommes. Vous demandez, cette visite-là, c'est quoi le sens? C'est pourquoi? Et puis le chef de l'État qui rentre de voyage, qui convoque une réunion, on croit que c'est effectivement cette réunion qui va tout résoudre. Non, à la limite, c'est pour venir dire la même chose, que non, c'est des petites incompréhensions, des malentendus. Non, il n'y a pas de malentendu. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a un prévenu qui a été retiré de force des mains de la justice. Or, admettons-le tous, la justice doit demeurer indépendante et il faut encore rappeler que jusqu'à preuve le contraire, le capitaine Ibrahim Traoré, il a prêté serment et sur la constitution du Burkina Faso de défendre de défendre ce territoire, ce pays d'abord, et de faire en sorte que la justice règne pour tous les Burkinabés. Voilà, je crois que c'est un principe cardinal auquel on ne peut pas du tout déroger. D'accord. Alors, Ousmane Paré, on se souvient qu'au cours de la semaine, nos confrères du journal Le Quotidien avaient intitulé un édito sur la question en disant: le courroux des magistrats et du procureur général. On ne maîtrise peut-être pas tous les contours de cette affaire, mais il s'agit là quand même d'une décision de justice, d'un dépôt qui a été foulé aux pieds sans raison. Sans raison, valable, dira-t-on, parce que jusqu'à présent, rien n'a été dit à la population. Moi, c'est surtout ce qui me met le plus mal à l'aise, parce que j'ai de plus en plus l'impression qu'on veut en réalité au Burkina qu'on confie nos cerveaux au pouvoir en place et que tout ce que le pouvoir fait, qu'on applaudisse sans chercher à comprendre, et que toutes les institutions s'exécutent sans jamais poser de questions. Par exemple, si vous prenez ce cas, on s'est dit qu'il aurait fallu, s'il y a vraiment des raisons valables au niveau de l'ANR, qui détient, je me dis, les secrets, tous les secrets, et d'aller expliquer au procureur et de dire aux différents acteurs, voilà l'intérêt pour lequel cette dame ne peut pas être détenue dans vos locaux. S'il y a des arguments assez clairs, et la justice n'a aucune raison, parce que vous savez que les décisions de justice tiennent compte de la stabilité. Le juge peut peut-être relaxer quelqu'un ou bien adoucir un peu la peine au regard du climat. On n'applique pas la loi de façon aveugle, on tient compte d'un ensemble d'éléments. S'il y a des éléments, il aurait suffi par exemple que le gouvernement donne des garanties à la justice qu'elle ne va pas s'échapper, qu'il y aura ceci, il y aura cela, et on s'engage. Mais vous voyez que ça ne s'est même pas passé comme ça. Subitement, on voit des blindés au niveau du palais. C'est à ne absolument rien y comprendre. C'est d'autant plus assez difficile à comprendre que quand vous essayez d'analyser un peu le comportement des gens, parce que Boucarou Boba parlait tantôt des mots du porte-parole du gouvernement qui parlait de manipulation. On se pose à qui manipule qui
au fond. Et quand vous lisez un peu tout ce qui se passe au sein de l'opinion, et c'est ce qui met mal à l'aise quand on analyse, on observe tout ce qui se passe actuellement. Et quand on dénie même la parole aux autres. Parce que vous avez une situation, quand les premières images ont circulé, on maltraitait les messieurs, tout le monde s'est indigné. Tout le monde a appelé la justice à faire quelque chose. La justice commence à faire quelque chose. Ce qui est encore bizarre, les mêmes personnes, vous allez voir dans les commentaires, les mêmes personnes qui interpellaient la justice, qui disaient à la justice justement de faire quelque chose, quand on a attrapé la dame, il y a eu l'information, tout le monde était content. Parce que la justice fait son travail. On a même vu des soutiens du président de la transition dire la justice est indépendante, ce pouvoir ne s'est jamais immiscé des affaires judiciaires. On est quitte. Mais quand il y a eu l'intervention, il n'y a pas d'explication, vous trouvez encore les mêmes personnes qui trouvent des moyens pour justifier que, en fait, c'est normal que ça se passe ainsi. Et qu'on n'ait pas d'informations, qu'on ne dise pas pourquoi, justement, la dame ne doit pas rester là-bas. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Quelle que soit la situation, vous avez fauté, on confie le dossier à la justice, on laisse la justice faire son travail. Maintenant, si on reste dans cette logique, ça veut dire qu'il suffit d'être puissant, ou bien de rendre service au pouvoir actuellement, et vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Et vous avez vu la démarche du gouvernement, ce qui est encore plus grave. Quand ils sont allés rencontrer les membres de la famille, il faut encore, et je crois que dans la note, ça ressort clairement que la famille, donc on demande pardon à la famille, et la famille demande aux gens justement de se calmer. Exactement comme ça se passait sous Blaise Compaoré. On crée un problème, et vous qui êtes la victime, on vous transforme en bourreau, et vous devriez obligatoirement accepter le pardon justement. Mais finalement, on se pose la question de savoir ce qu'on veut au juste. Et j'ose espérer... Est-ce que ce n'était pas la démarche à suivre de la part du gouvernement, aller quand même rendre visite à la victime et s'excuser? Ce n'est pas ça le problème, mais c'est justement la question du pardon dans ce contexte. On pardonne à qui et pourquoi? Et tout ce qu'on traverse comme problème jusqu'à présent, tout est lié à ça. Parce qu'il y a un déni de justice quand on parle de la question de la réconciliation et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'on a une justice ou on n'a pas de justice? Et c'est encore plus énervant quand vous voyez tout ce qui se passe, parce que je crois qu'on est en train de tomber dans un contexte dans notre pays où on veut se passer de la justice. Vous avez, on en a parlé sur ce plateau, les cas d'enlèvement, des exécutions extrajudiciaires, etc., etc. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on n'a plus besoin de la justice, on a un pouvoir tout puissant, tout sachant, et qui sait qui a fait quoi, et qui peut, en fait, rendre justice en même temps. On ne peut pas fonctionner comme ça. Aujourd'hui, c'est une autre personne qui est victime. Demain, qu'on se dise que ça peut être quelqu'un d'entre nous. Donc, on laisse tout simplement la justice faire son travail, et après, on pourra juger. D'accord. Joachim Moukouma, on est dans un contexte où les énergies sont beaucoup plus focalisées sur la lutte contre le terrorisme et la cohésion sociale. Est-ce qu'on avait besoin de cette affaire-là? Non, pas du tout. Ça, c'est un front inutile qui a été ouvert, qui est inutile, nuisible, contre-productif. On n'a vraiment pas besoin de ce front-là, parce que le seul front sécuritaire déjà suffit à mobiliser toutes les énergies pour faire face. Donc ce front-là, c'est vraiment un front inutile, et les confrères l'ont rappelé. C'est très rare que toutes les organisations du monde judiciaire tirent tous dans le même sens. Vous avez le procureur général, le procureur près le tribunal de Ouagadougou, les greffiers, l'intersyndical, les 3 syndicats de magistrats, les greffiers, la CNDH, le MBDHP, les avocats. Vous voyez, c'est très rare. Donc ça veut dire que l'affaire est quand même assez sérieuse, et en termes de non-respect de la séparation des pouvoirs, là on est dans un cas de flagrant délit. Et on voit le blocage actuel qui ne peut pas continuer, parce que depuis que les juridictions ont été arrêtées, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont aujourd'hui en attente d'avoir un document, casier judiciaire, certificat de nationalité, ou même des gens qui auraient dû être libérés de prison parce que les procès étaient programmés, peut-être qu'ils allaient sortir de prison, ou des criminels qui devaient aller en prison parce que s'il y avait eu le procès serait donc tout ça, c'est assez dommageable, et ça ne
peut pas continuer comme ça pour une raison simple, c'est que si ça continue encore, ça va élargir encore le cercle des mécontents face au pouvoir actuel. Et ce n'est pas, ça a été dit, c'est pas le moment où on a besoin de toutes les forces vives braquées sur le seul combat contre le terrorisme là qu'on doit mener ce type de voilà. Et face à une affaire d'une telle gravité, qu'est-ce qui pourrait justifier le silence du gouvernement en dehors de ce communiqué dont ils ont parlé depuis maintenant une semaine? Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que le gouvernement va dire? En réalité, les faits comme les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Et il a évoqué la rencontre entre le chef de l'État et le procureur. Ils ont expliqué. Mais le procureur est sorti. Il a dit non, mandat de dépôt. Quand le mandat de dépôt est signé là, on ne peut pas arrêter. Ça court. Il faut exécuter. Alors, dans cette affaire, je pense que ça, c'est les affaires africaines. On est en pleine irrationalité. Il faut intégrer cette dimension irrationnelle-là dans la gestion de nos affaires. Parce que pour qu'il y ait une telle mobilisation à ce niveau-là, en faveur de cette dame-là, c'est qu'il y a une raison, en tout cas, qui justifie cela, mais qui rationnellement n'est pas explicable. Vous voyez ? Ça, c'est pas rationnellement explicable. Sinon, on l'aurait expliqué. Pourquoi elle et non pas les autres? Les autres vont en prison et non pas elle. Surtout qu'elle est inculpée pour complicité, je crois, complicité d'actes de torture. Et parce que quand on a vu les images, moi quand j'ai vu les images, je pensais tout de suite au Korluego qui châtie les gens de cette manière-là. C'est après maintenant que j'ai su que c'était ce ne sont pas des Korluego, mais elle a dit qu'elle n'était pas commanditaire de ces châtiments et qu'elle a même pris des sanctions contre ses collaborateurs, donc elle n'était pas au courant de tout ça. Bon. Mais elle est complice de cette affaire. Elle était inculpée pour ça. Donc, la seule chose qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas 10 000 solutions dans cette affaire-là, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est que la dame a rejoint la MACO. Elle rejoint la MACO et que entre les acteurs judiciaires et l'exécutif, il y a peut-être une solution pour que une audience se tienne rapidement, pour qu'elle soit située, pour qu'on situe ou à l'issue d'un procès libre, équitable, tout ça, et que si on établit que effectivement elle est complice mais sans responsabilité directe comme ça, bon, les juges vont en tirer les conséquences. Mais vous voyez, cette affaire-là est extrêmement grave parce que les Burkinabés regardent ce qui va se passer. Il a évoqué ça. Le chef de l'État a juré devant le Conseil constitutionnel de défendre le pays et la justice. Voyez, quand on lève la main comme ça, ça veut dire c'est le garant de l'indépendance. La justice, voilà, et il y a une sorte de parce que lui il n'a pas été élu. La légitimité, lorsqu'il prête comme ça, c'est qu'il y a une sorte de sollicitation d'une divinité, d'une légitimité comme transcendantale, par exemple, pour pouvoir gérer le pays. Donc ce serment-là, il faut le respecter. Et dans cette affaire, je pense qu'il y a une possibilité de trouver une issue à ça. Parce que les informations que j'ai eues, le monde judiciaire ne va pas bouger d'un iota. Donc ça, on ne peut pas rester bloqué comme ça, une semaine, 2 semaines, dans une situation comme ça. On n'en a pas besoin. Ça pourrit le climat et ça nous disperse de la lutte contre le terrorisme qui est notre contradiction principale. Voilà, et vous le dites, ça nous disperse de la lutte, mais parlant de ces sanctions, de ces décisions qui ont été prises par le monde judiciaire, est-ce que ce n'est pas la population qui beaucoup plus est brimée à travers la suspension des activités judiciaires Ousmane Bari? Oui, c'est la population qui en paie les frais. On parlait tantôt de ceux qui sont encore en prison. Il y a des verdicts, il y a des procès qui devraient se tenir, malheureusement, qui n'ont pas eu lieu. Il y a toutes ces personnes qui ont besoin de papier pour 1001 raisons. Donc, justement, mais à qui la faute ?
Parce que, est-ce que c'est à nous aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut en réalité au niveau de la justice? Est-ce qu'on veut que les acteurs judiciaires se disent, bon, de toute façon, comme c'est arrivé, comme on ne veut pas aussi brimer la population, on ferme les yeux là-dessus, et demain, ce sera quoi? Et la victime, et si elle se plaint, voilà, et qu'est-ce qu'on fait justement de la situation? Et pour revenir encore à la Constitution, est-ce qu'on est véritablement égaux devant la loi? Ou bien il suffit peut-être d'avoir une connexion mystique, mystérieuse, je ne sais quoi, avec les cercles du pouvoir pour être au-dessus de la loi et faire ce qu'on veut? Parce que ce qui est encore énervant dans la situation, c'est que ce sont des gens qui ont fait, mais c'est pas quelqu'un d'autre qui a filmé, c'est pas quelqu'un qui allait rapporter. Visiblement, c'est eux-mêmes qui ont filmé. Et à ce qui se dit, c'est pas la première fois. Et la concernée elle-même, elle est souvent, on dit apparemment, elle est souvent là, et elle-même, elle fait subir ses sévices, et elle filme. À quelle fin? Donc, ouais, quand on atteint ce niveau et qu'on montre en réalité à tous les Burkinabés qu'elle fait partie des intouchables, c'est-à-dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut à qui elle veut. Et il n'y aura rien. Oui, mais rien ne justifie, rien n'explique et rien ne dit qu'elle est effectivement en liberté totale et qu'elle continue ses activités. Est-ce qu'elle continue ses activités? Ça, c'est une question. Elle est en liberté tant qu'on n'est pas à la Maca, à la Mako du moins, mais on est en liberté. Parce qu'il n'y a pas autre moyen. Si, parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas dans les mains de la justice. Elle est entre d'autres mains. Bon, au niveau de l'ANR, de tout ce que vous voulez. Elle est où? Personne ne sait. Là où, au moins, on sait que c'est la justice qui fait son travail, c'est qu'elle soit justement au niveau de la maison d'arrêt. Et il y aura le procès, et puis on va tout simplement. Si elle n'est pas responsable, on attend tout simplement le procès. En fait, c'est aussi ça. Le procès nous dira quelle est sa part de responsabilité. Si elle doit être relaxée, elle sera relaxée. C'est un peu ça, la justice. Maintenant, comme il le disait, c'est vrai qu'on est en train de débattre, mais le fond, c'est justement ces affaires irrationnelles, en fait, cet aspect irrationnel qui relève du mysticisme, etc., etc. Donc, qu'on ne peut évidemment pas expliquer. C'est aussi ça la réalité du pouvoir. Mais en même temps, je dis qu'on pousse la réflexion. Si c'est ce genre de pouvoir que nous voulons, et on y va, parce que comme on le voit et comme je le disais, de plus en plus ce sont des choses que les gens applaudissent. On enlève quelqu'un, on est content parce que c'est le pouvoir. Si le pouvoir l'a enlevé, c'est qu'il y a une raison. Il y a une personne qui doit être jugée, le pouvoir dit non, la personne ne sera pas jugée. On dit comme c'est le pouvoir qui a décidé, c'est que c'est vrai. Mais c'est que au final, ça nous mène vers quoi? Et quelle sera la finalité? Dans quel monde on se retrouvera demain? D'accord. Donc c'est la seule arme que les acteurs de la justice ont. Je crois qu'ils essaient de s'en servir comme ils peuvent. D'accord, on va finir avec vous sur le sujet, Boukari Oba. Au-delà des condamnations et des indignations, quelle est la solution dans cette affaire qui met à mal la séparation des pouvoirs, qui est pourtant un principe? La solution, c'est de rétablir l'ordre. Et l'ordre ici, c'est effectivement la séparation des pouvoirs. Voyez-vous, c'est une affaire qui aurait dû être très simple, comme Vokuma l'a abordé un peu. Au fond, en réalité, on ne voit pas une très grande culpabilité de la dame. Parce que beaucoup de gens ont vu la vidéo, c'est pas elle qui était en train d'infliger ces supplices-là au monsieur. À la limite, si on dit qu'elle est commanditaire, oui, ça peut se comprendre. Mais si elle n'est retenue que pour complice, et dans une affaire où il n'y a pas mort d'homme, donc effectivement c'est parce que c'était atroce, les images sont choquantes de voir un adulte comme ça qui est bastonné, il n'y a pas mort d'homme. Et vous savez aussi c'est une affaire que le juge doit appeler au plus tard 15 jours à partir du jour où ils ont été déposés. Donc vous voyez, ça fait pratiquement une semaine, sinon même plus, qu'on est déjà en train de débattre là-dessus. Donc le juge avait au plus tard 2 semaines pour effectivement convoquer cette affaire et juger. Donc ça veut dire que ces gens-là auraient pu comparaître peut-être hier, avant-hier, il y a quelques jours de cela, parce que c'est une affaire qui doit aller très vite. On aurait jugé et peut-être la dame là s'en serait sortie tout au plus, en tout cas avec un sursis, pas une condamnation ferme. Elle serait repartie. Et pour la détention préventive, c'est là où effectivement ceux qui ont intérêt à ce qu'elle ne soit pas détenue auraient pu éventuellement faire prévaloir un certain nombre d'arguments pour montrer qu'on n'a pas besoin de la garder en prison. En toute liberté, elle peut comparaître libre parce qu'elle ne va pas fuir. Et ça aussi, c'est possible. Mais non, la vérité, c'est qu'on est face à un pouvoir, parce que j'insiste sur mes termes, ce qui s'est passé là, c'est un braquage. Vous voyez des gens qui veulent faire les choses rien que par la force. C'est-à-dire, même si on leur expliquait,
les méthodes possibles de ne pas créer cette crise qu'on a là, ils n'en avaient que foutre. Ils ont décidé de faire les choses par la force. Sinon, comment vous pouvez imaginer que dans ce contexte-là, où tout le monde crée que la priorité, c'est la sécurité, c'est le front terroriste. Et vous voyez des gens qui viennent en pleine ville de Ouagadougou, dans le domaine d'un tribunal, avec blindés, avec des pick-up, avec des armes de poing, pour libérer une prévenue. Ça pose problème, on perd la raison totalement. Et pour terminer sur les aspects irrationnels de cette affaire-là, à la fois ça fait rire et ça fait pleurer. Ça fait rire, ça fait pleurer, pourquoi? Parce que quand vous pensez que vous avez affaire à des militaires, à des officiers, disons, de qualité, en tout cas présumés, qui devraient être au front, qui ont laissé le front, en disant que ceux qui sont au pouvoir sont incapables. Ils viennent, ils s'emparent de pouvoir et disent que c'est une petite affaire de logistique, on va régler ça tout de suite, puis on va finir avec la crise. Et qu'on va bientôt célébrer ou fêter, voilà, en tout cas on va atteindre le premier anniversaire de ce second putsch-là même. Et que finalement la situation sécuritaire, disons-le clairement, n'a pas changé. C'est une grosse déception. Et qu'au finish, ces personnes-là, on découvre finalement qu'on est dans une sorte de mysticisme, d'occultisme. Donc finalement, ce n'est plus effectivement ces officiers-là qui savent faire la guerre, qui connaissent les stratégies, les tactiques, ce n'est plus ça qui va nous sauver. Non, c'est une sorte d'illuminé qui se trouve quelque part, qui a la recette pour sauver le Burkina Faso de cette guerre-là. Mais on tombe des nues. Et véritablement, si c'est ça, je me demande bien ce qui nous reste encore à attendre d'un tel pouvoir. Parce que véritablement, tous les régimes qui sont passés avaient peut-être leur Wakman, leur marabout, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça justement qui va sauver ni les hommes, mais bien sûr, mais ça ne se passe pas comme ça justement. C'est pas comme ça qu'on gère les affaires de marabout, de tout ce que vous voulez. Quand ça devient une affaire publique, il vaut mieux se cacher. Laisser les choses se faire, se décanter. Mais qu'on apparaisse au grand jour comme ça pour défendre quelqu'un qui est censé tenir des pouvoirs mystiques, peut-être même qu'elle aurait dû se sauver elle-même avec son pouvoir là, avant que la justice ne la saisisse. Je ne sais pas comment est-ce que les OPJ ont pu la trouver pour la prendre. On l'a amenée dans un tribunal, on l'a auditionnée, on a décerné mandat de dépôt. Pourquoi elle n'a pas fait de telle sorte que le juge là aurait pu décerner des mandats de dépôt contre les 8 autres et pas elle? Les choses se sont passées normalement et que finalement c'est avec la force qu'on va venir la libérer et c'est comme si le destin du pays se retrouvait entre les mains de cette dame-là. Je suis désolé, je crois que des gens pensent beaucoup plus défendre beaucoup plus leur pouvoir que de défendre véritablement le territoire, le pays. Et on va passer au deuxième sujet de cette tribune. Une semaine que Mohamed Bazoum a été renversé du pouvoir nigérien par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme il fallait s'y attendre, la CEDEAO a tout de suite annoncé des sanctions économiques qui, bien sûr, ont déjà pris effet. L'instance sous-régionale n'exclut d'ailleurs pas une intervention militaire pour déloger le nouveau pouvoir à Niamey, mais surprise générale, le Burkina Faso et le Mali, à travers une déclaration commune, annoncent qu'une intervention militaire à Niamey sera considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Ils sont bien sûr rejoints par la Guinée-Conakry, qui elle aussi condamne toute intervention militaire. Joachim Vokouma, la CEDEAO des peuples n'est visiblement pas tendre avec le CNSP. Non, pas. Bon. Disons que la CEDEAO, comment dire, on a tellement parlé de la CEDEAO dans les différentes crises qui secouent les pays du Sahel qu'on ne sait plus quoi dire de la CEDEAO. C'est vrai, avec le nouveau président en exercice, dès son élection, il a tenu un discours de fermeté pour dire avec moi vous allez voir ce que vous allez voir, le coup d'État c'est fini, voilà. Bon, là il est à l'épreuve du pouvoir. Voilà. Ça, il est mis à l'épreuve là, parce que il ne pouvait pas être mieux servi que ce qui vient de se passer au Niger avec le coup d'État. Et on a vu comment effectivement la CEDEAO a réagi.
Bon, en tant que démocrate, tous les coups d'État sont condamnables. Et il faut condamner un coup d'État. Voilà, je veux dire, mais une fois que le coup d'État a lieu, alors il y a deux postures. Soit on reste dans une posture dogmatique pour dire, voilà, c'est bon. Soit on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la casse. La CEDEAO, dès le départ, a pris la posture dogmatique. Voilà, pour dire qu'il faut rétablir le président dans ses fonctions. Sauf que la CEDEAO n'a pas les moyens de sa politique. Moralement, déjà, la CEDEAO n'a pas les moyens de sa politique. Financièrement, elle n'a pas les moyens. Logistiquement, elle n'a pas les moyens. Parce que si demain, la CEDEAO arrive à mobiliser des hommes, des moyens humains, financiers et logistiques pour aller déloger les nouvelles autorités du Niger et réinstaller Bazoum, là, il faudrait lui demander pourquoi depuis des années, elle ne fait rien pour nous, des pays comme pour nous autres là. Mais déjà des pays comme le Sénégal ont annoncé leur participation. Oui, non, mais on verra bien, mais ils sont membres de la CEDEAO, de toute façon. Ils sont membres de la CEDEAO. Pourquoi ils n'ont rien fait pour nous, même pas une Kalachnikov, ils nous ont donné depuis qu'on fait face au terrorisme. Ce sera, voilà la contradiction. Et ça risque de donner beaucoup d'arguments à ceux effectivement qui pensent que la CEDEAO est bien manipulée par celui qui est à l'origine même de la création de la CEDEAO. C'est ça l'inconvénient. Bon. Et quand on regarde la manière dont cette affaire est gérée, dès le départ, on a annoncé d'abord le médiateur de la CEDEAO qui avait été annoncé, c'est le président béninois, Talon. Puis après, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a vu le président du Tchad qui est entré en scène. Mais ce qui est un mauvais casting. Parce que Maman Déby, là, c'est quelqu'un qui a le profil pour jouer des médiateurs dans un type de push comme ça. Il a tout de même été désigné par des chefs d'État qui étaient réunis en ce moment. Mais il faut regarder le profil. Mais c'est pas au compte de la CEDEAO. Mais toujours est-il qu'il a été accepté par les nouvelles autorités. Justement, c'est ceux qui l'ont proposé. C'est-à-dire il faut quand même regarder le profil. Je veux dire, quand quelqu'un doit jouer les médiateurs, il faut regarder son profil. Est-ce que déjà son profil peut donner même des chances à la réussite de la médiation? Puis on ne sait pas pourquoi. Donc là maintenant c'est l'ancien président Abdul Salami, ou Aboubakar Salami, l'ancien président du Nigeria. Donc on ne sait pas très bien que cette diplomatie de la CEDEAO, là, comment elle est articulée, sur qui elle repose et quel est son principe directeur. Donc du coup, et puis pratiquement, comment ça va se passer une intervention au Niger. D'accord. Alors Ousmane Paré, finalement la CEDEAO semble jouer sa survie à travers ce bras de fer. Mais tout à fait, parce que, comme le disait tantôt quand le nouveau président a pris fonction, il a dit clairement, tolérance zéro au coup d'État. Il y a un coup d'État. Il fait quoi? Donc ça je crois que la réaction pour moi, elle est tout à fait normale. Et peut-être aussi qu'il ne faudrait pas faire de fixation. On a l'impression que c'est contre le Niger que la CEDEAO est en train de jeter tout son dos. Ce n'est pas la première fois. Les gens oublient le coup d'État de Aya Sanogo au Mali. Quand il a fait le coup d'État, la CEDEAO a tout fait pour qu'il remette le pouvoir. Il y a eu d'autres situations comme ça. Mais après, il y a eu une succession de coups d'État où la CEDEAO, effectivement, n'a pas pu mettre la pression, mais ils sont allés dans la logique de la transition. Ce que moi, je ne comprends pas, c'est que les gens reprochent à la CEDEAO de s'opposer au coup d'État, alors que ça fait partie de ces textes. Vous ne pouvez pas parler de l'aspect moral. Est-ce que moralement la CEDEAO, qui a accepté des tripatouillages constitutionnels, peut refuser un coup d'État? Vous reverrez maintenant ce qu'on appelle tripatouillage constitutionnel. Vous avez la question du troisième mandat. Et ça, c'est ce qui revient à ce qui est, en fait, ce sont des affaires internes. On se rappelle encore tout ce qui est comme débat, même au Burkina, avec l'affaire de l'article 37, où vous avez des constitutionnels qui vous disent que ça peut être modifié, ça ne peut pas être modifié. Pendant qu'un pays est en train de mener ce débat, la CEDEAO parle du respect des textes. Est-ce que la CEDEAO parle de la limitation des mandats, des réformes de la Constitution, etc. En fait, vous voyez que là, c'est un débat beaucoup plus complexe. Alors que là où il y a unanimité, c'est la question des coups d'État. Parce que je ne crois pas que même ceux qui font des coups d'État sont pour le coup d'État.
Parce que même quand vous faites, je prends le cas, on est en train de saluer le coup d'État au Niger, mais au Burkina, je ne pense pas que les gens seraient d'accord avec un coup d'État. S'il y a un coup d'État contre le régime actuel et que la CEDEAO fait ce qu'elle est en train de faire au Niger, tout le monde serait content. C'est-à-dire que finalement, c'est en fonction des intérêts des uns et des autres que le débat se mène par rapport justement à s'il faut empêcher un putschiste de rester au pouvoir ou pas. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème de légalité qui se pose par rapport à la CEDEAO, qui est de plus en plus vomi, pas parce qu'elle est la CEDEAO, mais parce que justement, il y a derrière la CEDEAO et une main, notamment la main de la France. C'est ça, il faut aussi l'admettre que les gens de plus en plus, quand les gens combattent les régimes, même ce qui se passe avec le Niger, même si je suis contre, bon, on parle d'opinion dominante, et moi personnellement, je trouve que c'est une opinion qui est assez ambivalente, qui n'est pas du tout fixe, qui peut être d'accord avec quelque chose aujourd'hui, demain qui est contre. En fait, c'est une opinion qui a confié son opinion à d'autres personnes. Donc ça peut être un peu difficile à juger les choses, mais au fond, en fait, c'est ce que les gens reproche à tout ce qui se passe. On s'est dit non, il y a la France qui est derrière, qui est en train de manigancer des choses. Donc pour moi, la première des choses, c'est à la CEDEAO d'abord de s'assumer. Mais comment? Parce que la CEDEAO, c'est d'abord les chefs d'État. Et ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que nos chefs d'État, on ne paye pas nos cotisations. Les gens doivent, pour que l'institution puisse fonctionner, il faut qu'il y ait de l'argent. Quand on demande de l'argent, personne n'a de l'argent pour financer. Et on fait recours à un bailleur, un partenaire technique et financier. Mais celui qui finance, naturellement, a aussi des intérêts. Sans intérêt, la personne ne va pas financer. Donc quand la personne finance, la personne aussi s'attend à quelque chose. Donc c'est là, je crois qu'il y a lieu que la CEDEAO puisse faire sa propre mue pour s'adapter au contexte, avoir ses propres moyens, sa politique, et qui ne dépendent plus de quelqu'un. En ce moment, je crois que la CEDEAO serait plus légitime de dire il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Sinon, si on reste dans ce contexte, et c'est vrai que les gens qui critiquent n'ont pas forcément raison, mais étant donné que la CEDEAO n'a déjà pas raison, donc vous voyez que ça devient un peu difficile de justifier quoi et que ce soit. D'accord. Une intervention militaire contre les nouvelles autorités de Niamey sera perçue comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Comment avez-vous accueilli une telle déclaration commune des deux pays? C'est pas surprenant. Parce que je crois que si vous avez lu entre les lignes ou bien si vous avez souvent écouté les autorités dans notre pays, on va même dire que nous avons professé le coup d'État au Niger et que nous l'avons appelé de tous nos voeux. Donc finalement, s'il y a coup d'État au Niger, les autorités burkinabées ne peuvent que se frotter les mains. Et ces autorités-là sont prêtes effectivement à apporter une main forte au Niger. Donc de ce point de vue-là, c'est pas surprenant. Maintenant, de là à considérer que ça va être une déclaration de guerre faite au Burkina et au Niger, au Mali, qui vont tout de suite entrer en guerre contre la CEDEAO, moi je doute. Je crains fort qu'on ne pousse le Niger à tomber dans le même piège que l'Ukraine. Souvenez-vous, quand la Russie menaçait l'Ukraine, il y a tellement de pays, donc notamment au niveau de l'Occident, qui ont laissé croire que le jour où une seule cartouche russe allait tomber effectivement sur l'Ukraine, ils allaient entrer en guerre tout de suite contre la Russie. Il y a eu quoi? Ils sont en train d'écraser la petite Ukraine depuis longtemps, et le président Zelensky crie tous les jours, demande même de l'aide, et puis ça vient au compte-gouttes. Quel pays depuis là a osé s'en prendre à la Russie? Donc, de la même manière, je crains qu'effectivement des gens ne fassent croire au Niger qu'en cas d'intervention de la CEDEAO, ces pays-là vont pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce que le Burkina peut faire contre la CEDEAO? Je dis bien la CEDEAO, si vraiment c'est la CEDEAO. Il ne s'agit pas que du Burkina, il s'agit également du Mali. Y compris le Mali. L'Algérie aussi n'est pas partante pour une intervention militaire. Ok, l'Algérie n'est pas dans la CEDEAO et l'Algérie n'a pas dit qu'elle va attaquer. Mais son espace aérien l'Algérie n'a pas dit non. Pour que la CEDEAO intervienne au Niger, la CEDEAO n'a pas forcément besoin de l'espace aérien algérien. Voilà. Donc, jusque-là, les pays qui semblent faire une déclaration de guerre à la CEDEAO, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, c'est la Guinée. Et je dis véritablement, si la CEDEAO est ensemble, là, ces trois pays-là ne peuvent pas faire la guerre à la CEDEAO. C'est impossible. C'est impossible. Donc, quand on considère ne serait-ce que le Nigeria qui est là, aujourd'hui, c'est quand même le géant
de cet espace sous-régional. Vous avez le Sénégal qui éventuellement serait prêt pour cette intervention. Vous aurez probablement la Côte d'Ivoire, même si on entend très peu le président Alassane Ouattara par rapport à ces questions-là. Donc si tous ces pays-là doivent effectivement d'une certaine manière prendre des mesures de rétorsion ou bien de représailles, vous imaginez ce que ça peut faire? Il suffit que la Côte d'Ivoire dise qu'elle expulse tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Même si le Burkina veut que le Burkina fasse la réciprocité, vous pensez qui va en souffrir plus de cette situation? Nous avons déjà vécu ça ici. Donc, qu'on ne nous amène pas sur un autre terrain. C'est ce qu'on disait lorsqu'on parlait tout de suite de l'affaire de la guérisseuse. Les autorités actuelles de Burkina qui sont là, elles sont là pourquoi? Qu'est-ce qui les a amenées ici? La situation sécuritaire. La situation sécuritaire. Ce dont on est en train de parler là, c'est de ça il s'agit. Moi, j'ai entendu une autorité guinéenne qui avait tenu un certain discours. Je ne sais pas si le discours a changé après ou pas, mais quand on l'a demandé, je crois que ça doit être le ministre des Affaires étrangères, quand on leur a demandé est-ce qu'effectivement ils sont signataires de la déclaration du Mali et du Burkina qui disent qu'en cas d'attaque du Niger, ça va être l'entrée en guerre de ces trois pays. Il a dit non, eux ils s'occupent de leurs affaires internes. Ils ont déjà trop à faire, ils ont une charge qui est déjà trop lourde, ils ne vont pas prendre d'autres charges supplémentaires. Je crois que le Burkina et le Mali devraient raisonner de cette façon. Mais toujours est-il que les nouvelles autorités ont été reçues à Ouagadougou et Bamako avec le numéro 2, le général Salifou Modi. Oui, bien sûr, ça je vous l'ai déjà dit qu'il n'y a rien de plus logique que ça. S'il doit prendre conseil, parce que quand les autorités actuelles aussi au Burkina sont venues, celles avec qui elles ont le plus échangé, c'est avec les autorités maliennes. Parce que le Burkina a essayé de marcher dans les pas du Mali. Donc, quand les Nigériens arrivent, ils veulent marcher dans les pas du Burkina et du Mali. Donc, les deux missions qu'ils ont faites, ou bien c'est la même mission d'ailleurs, qui allait à Bamako, qui est venue au Burkina, et quand ils sont rentrés à Niamey, ils ont suspendu RFI, suspendu France 24, n'est-ce pas? Et ils ont annoncé la rupture des accords militaires et bien d'autres accords. Vous voyez, le Burkina et le Mali n'ont même pas fait comme ça. Quand les autorités là sont venues là, on a quand même adopté une charte, on a tenu des assises, on a fait semblant de désigner quelqu'un et effectivement on a confirmé ces chefs d'État là. Donc ils avaient un minimum de légitimité, parce qu'il y a eu des assises. Quoi qu'on peut critiquer ces assises là. Donc ils étaient chefs d'État, ils ont même prêté serment avant de prendre un certain nombre de décisions. Quand le Burkina et le Mali suspendent RFI et France 24, il y a quand même un communiqué qui dit pour telle et telle raison. Vous comprenez bien. Quand le Mali a annoncé la rupture des accords là, le Mali a bel et bien expliqué pourquoi. Vous comprenez? Quand les autorités actuelles nigériennes, je ne sais même pas s'il faut encore les appeler les autorités actuelles. En tout cas, aucun acte officiel à part le fait des armes. Qu'ils ont pris en otage un président, qu'ils ont destitué, ils se sont installés effectivement au palais présidentiel, et ces autorités-là se permettent de suspendre des médias sans annoncer le moindre motif. On va prendre... de suspendre des accords qui existent depuis des dizaines d'années. Vous imaginez? Sur la base de quoi? Donc véritablement, ça pose problème. Ces gens ont été emportés par un élan qu'ils ont vu ailleurs, ils veulent faire la même chose et ils sont venus perpétrer le coup. Et je vous fais remarquer que jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez les mobiles du coup d'État au Niger, vous ne pouvez pas objectivement expliquer ce coup d'État-là. Parce que c'est tout, de mon point de vue, c'est tout sauf la situation sécuritaire. D'accord, on va également trois pays, de façon objective, c'est au Niger que ça va mieux. On peut bel et bien critiquer la politique sécuritaire de Bazoum, que moi je n'applaudis pas du tout, mais c'est sa politique à lui. Mais au moins des trois pays, la Burkina, Mali, Niger, c'est celui qui aujourd'hui arrive à mieux sécuriser son pays. C'est le chef d'État qui se déplace avec un véhicule hors de Niamey. Chez nous, là, quand un président veut sortir à 100 mètres de Ouagadougou, il prend un vol. Le chef de l'État burkinabé est allé à Solenzo, par la route. Mais on va prendre l'avis de Joachim Bokouba par rapport à une intervention militaire à Niamey sera perçue comme une déclaration de guerre par Ouagadougou et Bamako. Au niveau de Boukari Ouba, on n'est pas plutôt convaincu par cela quand on prend le rapport de force. Quel est votre avis? Non, c'est une solidarité qui est compréhensible. Je veux dire, ils sont arrivés au pouvoir par la même voie, par la voie des armes. Donc il y a une solidarité
de Pouchis, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette solidarité-là. Ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Et puis aussi, on voit bien que, ça a été dit, secrètement, en tout cas, on souhaitait que le Niger soit dans la même dynamique que le Mali et la Côte d'Ivoire, et le Mali et le Burkina, dans la stratégie sous-régionale, en tout cas des pays du Sahel, qui a été, en tout cas imaginée, en tout cas souhaitée dans la lutte contre le terrorisme. Parce qu'on considère dans les 3 pays qu'il y a un acteur majeur qui perturbe, en tout cas qui joue un faux jeu, qui ne joue pas franc jeu, et qui perturbe justement la lutte contre le terrorisme qui a la France. Donc, dès lors qu'au Mali, on a chassé les troupes françaises, Barkhane, qui s'est replié dans sa nouvelle réarticulation au Niger, dès lors qu'au Burkina, nous avons dénoncé des accords, même si la présence française sur notre territoire n'était pas pareille qu'au Mali, ça n'avait rien à voir, c'était juste pour le détachement Sabre qui visait juste les chefs terroristes, c'était pas la même dimension qu'au Mali, mais bon, dans la logique de la rupture avec la France, c'était souhaitable que le Niger aussi soit dans la même dynamique. Et Bazoum n'était pas dans cette dynamique-là. Et toutes les explications qui ont été données dans la limite des résultats qu'on n'arrive pas à avoir dans la lutte contre le terrorisme venaient du fait que, voilà, on dit qu'il y a un acteur qui est là, qui ne joue pas franc jeu et qu'il perturbe l'ordre. Donc, que le Niger rentre dedans, c'était... Voilà, j'ai dit sur ce plateau que maintenant, si les nouvelles autorités du Niger restent, ce qui n'est pas encore gagné, reste, il n'y a plus d'excuses pour ne pas avoir des résultats dans la lutte contre le terrorisme au Burkina, au Mali et au Niger. Lui-même, il a dit ça ici avec un ton ironique, qui était content de ça, heureux de savoir que bientôt les choses vont s'arranger. Maintenant, l'intervention, c'est ce que je disais au départ. Matériellement, comment ça va se passer? Est-ce que c'est par des bombardements aériens? Est-ce que c'est par des troupes au sol? Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça ne mettrait pas aussi en danger la vie de Bazoum et de sa famille et de son entourage? Bon, quelles seront les victimes réelles d'une intervention militaire? C'est toutes ces questions que moi je suis en train de poser. Sauf que, comme je disais au début, la CEDEAO, je pense que la CEDEAO allait très vite. C'est-à-dire qu'ils ont fixé la barre très haut dès le départ. S'ils étaient allés de façon progressive, parce que, quoi qu'on dise, les sanctions économiques qui ont été prises là, à mon avis, le Niger ne peut pas tenir aussi longtemps que le Mali a tenu. Parce que tout simplement, il y a eu une ouverture. Le Mali avait une ouverture sur la Guinée. Et puis, il y a la diaspora malienne qui a joué un rôle fondamental dans la résistance économique et financière du Mali face au blocus qui avait été... Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le Niger était en mesure de résister à un tel blocus? Je ne suis pas sûr. Mais en plaçant la barre tout de suite très haut, la CEDEAO est obligée d'aller dans cette logique-là. Mais mon petit doigt me dit que l'essentiel pour un pays comme la France, c'est qu'il y ait la CEDEAO acte l'intervention. Ce ne serait peut-être pas de façon visible, mais les troupes Barkhane qui sont encore sur place, c'est pas pour rien d'ailleurs, ils ont dénoncé tout de suite les accords avec la France, qui a rejeté d'ailleurs, en estimant qu'ils n'étaient pas légitimes. Donc, ces acteurs Barkhane sur place pourraient être déterminants s'il devait effectivement avoir une intervention militaire étrangère pour rétablir le président Bazoum. Ce sera le bras armé de la CEDEAO, et ça risque encore de creuser le fossé entre la CEDEAO et les peuples. D'accord, on va évoluer très rapidement, nous sommes presque au terme de l'émission. Ousmane Paré, est-ce que le souvenir de la guerre soviétique ne plane pas sur la sous-région avec le contexte géopolitique qui se dessine actuellement? Non, tout à fait. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que nous sommes à la fin peut-être d'une civilisation, d'une ère, d'une époque. Parce que je crois que le chemin qu'on a emprunté, j'ai bien l'impression que ce n'est pas irréversible, qu'on va continuer. Maintenant, ce que les gens ne perçoivent pas,
comme vous le dites, c'est une guerre en réalité des puissances qui se mènent dans notre sous-région. Les gens ont l'impression qu'ils sont acteurs de ce qui se passe, mais tout porte à croire justement que il y a la Russie qui est en train de chercher à se positionner dans cet espace et qui a tous les moyens, justement, qui se donne tous les moyens pour y arriver. Et c'est ce qui met un peu mal à l'aise. On est d'accord qu'on dise à la France de partir, mais quand on voit que la finalité risque de remplacer un maître par un autre, ça fait un peu mal au cœur. Et c'est là, je pense qu'il va falloir à un certain moment qu'on sorte de l'émotion et qu'on ait le courage de réfléchir. Actuellement, j'ai l'impression qu'on a peur de réfléchir. Voilà, mais il faut qu'on puisse s'asseoir et qu'on ne laisse pas quelques individus, notamment les dirigeants, prendre toutes les décisions, mais qu'il y ait un cadre pour nous projeter dans le temps, pour définir en fait ce qu'on veut de notre espace. Je crois que ce sera notre salut. D'accord. Très rapidement, que devient la CEDEAO si le nouveau pouvoir de Niamey se maintient? La CEDEAO sera la CEDEAO, bien sûr affaiblie parce que ça fait depuis des années déjà que la CEDEAO est affaiblie par un défaut de légitimité de certains chefs d'État qui ont un certain poids à l'interne, mais aussi par toutes ces multiples crises-là. Mais ce n'est pas pour autant que la CEDEAO va disparaître. J'ai aimé cette formule de Bertrand Méda qui a dit qu'il faut véritablement distinguer la CEDEAO du syndicat des chefs d'État. On a tous par moments traité effectivement la CEDEAO des syndicats des chefs d'État, mais c'est différent. C'est tout autre chose que la CEDEAO en tant que cet espace géographique, cet espace économique qui nous procure tellement de biens dont on ne se rend pas compte, mais on s'en rendra compte lorsque effectivement on va signer l'acte de décès de la CEDEAO. Vous et moi, nous allons nous en rendre compte. Donc véritablement, qu'on sache que nous avons besoin de cette CEDEAO-là. Par rapport à la crise qui est en cours, et je vais terminer sur ça, je pense que le dernier des souhaits, ou bien c'est que nous ne souhaitons pas tous, c'est qu'effectivement il y ait une intervention militaire au Niger. Et on ose croire qu'effectivement, tous ces muscles qui sont bandés, on parle de ceci et de cela, ce ne sont qu'effectivement des moyens de dissuasion, de pression pour obtenir des résultats. Et lesquels les résultats? Est-ce qu'après une semaine ou bien combien de jours déjà de mise à l'écart de Bazoum, est-ce qu'il faut réinstaller Bazoum? Parce que quand la CEDEAO va réinstaller Bazoum, est-ce que la CEDEAO va venir être le gardien de Bazoum? On peut l'installer aujourd'hui et puis partir, et puis un autre coup d'État va venir. Aujourd'hui c'est le général Tchani, demain c'est tel caporal ou bien tel commandant. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc moi aujourd'hui véritablement ceux qui ont perpétré le coup d'État ne devraient pas bénéficier effectivement de ce coup d'État, mais il y a lieu peut-être de tourner la page de Bazoum. Donc c'est d'aller vers une situation, j'allais dire, intermédiaire, qui vise à couper la poire en deux. Les gens ne sont pas d'accord avec Bazoum pour plusieurs raisons, alors qu'on met en place une transition, mais que ça ne soit pas effectivement ces militaires-là qui soient là, et ça serait peut-être la sortie de crise pour le Niger. D'accord, on va vite évoluer avec le dernier sujet retenu pour cette tribune. Ousmane Sonko au Sénégal est de nouveau en prison. 4 morts ont déjà été enregistrés dans la semaine à la faveur des manifestations qui ont éclaté. Alors, Joachim Vokuma, Macky Sall accourt dans la case du voisin le Niger pour éteindre le feu, alors que chez lui, ça chauffe. Oui, ça chauffe, ça brûle et il y a des morts. Au Niger, on n'a pas encore enregistré beaucoup de morts. Je n'ai pas vu de comptabilité macabre. Mais quand j'ai vu le chef d'accusation pour lequel Sonko est allé en prison, il aurait volé le téléphone d'une dame. Non, soyons sérieux. Vous voulez à l'arracher? Franchement, c'est ridicule. On est tombé tellement bas qu'on ne sait pas quoi dire. Mais ça montre que M. Macky Sall a renoncé au 3e mandat parce qu'il n'avait pas le choix. Et il tient absolument à tout faire pour barrer la route à Sonko en faisant un recours à tout, sauf à des moyens de justice. Et c'est pas de nature justement à ramener la paix dans son pays. D'accord. Alors Ousmane Paré, finalement, c'est triste pour le Sénégal qui connaît un regain de violence encore dans les rues. Très triste, alors que l'avenir aussi n'est pas du tout radieux, parce que quand vous observez encore, en fait, Sonko est de la Casamance, je crois. Donc
qu'avec cette rébellion qu'il y a depuis longtemps et de plus en plus, je crois qu'il y a des éléments qui reviennent. On n'a pas tous les détails par rapport à l'attentat qu'il y a eu la dernière fois. Donc, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer la situation. Macky semble s'inscrire dans une logique tout sauf Sonko, ou bien en tout cas détruire Sonko par tous les moyens. Est-ce que ce ne sera pas aussi, en tout cas, créer beaucoup de problèmes au pays? À un certain moment, je ne sais pas qui pourra sortir, mais il va falloir qu'il y ait un troisième acteur qui puisse asseoir les deux pour qu'on puisse trouver le juste milieu. Parce que si ça continue comme ça, j'ai bien peur que le pays ne sombre. D'accord, alors 15 secondes à vous, Boukari Oba. Finalement, le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, a été dissous. Quel peut être l'avenir dans de telles conditions pour le Sénégal? Le parti a été dissous, mais les militants n'ont pas été exterminés. Ils sont là. Donc, si demain il doit y avoir une manifestation pro Sonko, les mêmes partisans du PASTEF seront là. Donc en réalité, ce n'est qu'une formalité administrative qui, de mon point de vue, ne va pas significativement, sinon même nullement impacter la situation au niveau du Sénégal. Et le dernier mot, c'est qu'on parle beaucoup de Macky Sall et des autres acteurs, mais on parle très peu de cet acteur-là qui a le plus failli, c'est la justice, c'est pas autre chose. Jusque-là, on peut dire que l'armée sénégalaise est dans une posture hautement républicaine, parce qu'elle avait toutes les possibilités de passer à autre chose. Elle est restée dans une posture républicaine. Par contre, on n'a pas l'impression qu'on a une justice qui est républicaine au Sénégal, qui est indépendante, comme ce que nous revendiquons ici, et les actes de bravoure qu'on voit de la part de nos procureurs, qu'on est en train de saluer et qu'on se bat pour qu'effectivement cela soit maintenu. Ce que les juges sont en train de faire au Sénégal, mais c'est honteux, comme il l'a rappelé, le poursuivre pour avoir arraché le téléphone d'une gendarme, alors que cette gendarme était en train de la filmer. C'est celle-là qui est chargée de... Mais c'est véritablement triste ce qu'on observe au Sénégal. Et c'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des Éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aux équipes techniques de réalisation et on se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.